Bonjour tout le monde. Voici la conférence de Dominique Lavigueur sur le monde des croisières à Québec. Juste un petit rappel que la période de questions pour cette conférence, qui est en fait la dernière conférence de cet hiver, c'est mercredi prochain, en fait, ou mercredi cette semaine, tout dépendant de quand vous l'écoutez, le 30 mars à 19 heures. Et normalement, c'est moi qui devrais être là aussi pour la période de questions, fait que ça va être un plaisir de vous revoir. Avant de commencer, je vais vous lire une courte bio en fait sur Dominique, puis ensuite de ça, Dominique va nous faire sa conférence. Dominique Lavigueur a d'abord œuvré et enseigné dans le domaine des métiers d'art et des gîtes et auberges. Elle a travaillé pour Tourisme Québec, au Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, au Cégep de Jonquière à la formation continue et son intérêt pour l'histoire l'a amené à devenir guide dans Charlevoix pendant près de 20 ans et à Québec depuis 2019. Sans faire trop de vagues, elle a même eu le plaisir de faire plus de 60 croisières et donner 145 conférences à bord. Sur les bateaux, Dominique offre les présentations qui couvrent l'histoire et la culture des ports d'Alaska, de la Nouvelle-Angleterre, des provinces maritimes, entre autres, et plusieurs. Sujets connexes, et plusieurs sujets connexes de ces croisières incluent les baleines, aigles, glaciers, pirates et les vikings. C'est à toi, Dominique. C'est le temps de mettre ta présentation. Merci, on va faire ça. Et voilà. Bonjour tout le monde. Alors, la présentation aujourd'hui, on va passer une belle heure ensemble. C'est sur les croisières. C'est en deux. Je vous donne un programme double aujourd'hui. La première partie, c'est l'histoire des croisières. C'est un bref survol, en fait, dans le temps qu'on a sur l'histoire des croisières, ce qui passe à Québec même. Et partie de Québec, arriver à Québec ou passer par Québec. Et la deuxième partie, c'est sur les croisiéristes eux-mêmes. Quand ils viennent, qui ils sont, un bon portrait et qu'est-ce qu'ils font juste, effectivement, à Québec. Alors, bien, ça, c'est ma première croisière. J'étais toute jeune, j'avais 5 ans. Je n'ai pas fait la traversée de l'Atlantique. J'ai fait un tour de bloc au Parc Belmont pour ceux qui connaissent Montréal un peu. Et les photos à droite, c'est ce qui représente moi, dans un sens, dans les dernières croisières que j'ai faites comme conférencière à bord des bateaux. Donc, dans des petites salles ou des grandes salles, dépendant des journées. Alors, je vais vous proposer d'abord, c'est pas chronologique, mais c'est logique, parce que tout est arrivé en même temps à une certaine époque. Je vais vous présenter 2 bateaux en particulier qui ont vraiment un exploit là, dans l'histoire des croisières. On dit que le premier, c'est donc le Accommodation en 1809, qui a vraiment parti, en guillemets, les croisières, donc des croisières de plaisance. Et c'est un vapeur qui a été construit pour, en fait, John Molson, la bière, là, le brasseur John Molson, été construit à Montréal avec des moteurs des Forges Saint-Maurice, qui ont été faits aux Forges Saint-Maurice, mais par contre, assemblés à Montréal. Et construction, moteur assemblé, c'est parti de Montréal en voyage inaugural. En fait, un Montréal-Québec, 10 passagers. Il y avait capacité de 20, mais il y en a juste eu 10. 66 heures sur 4 jours. OK, c'était la première. Montréal-Québec. Alors, ils ont été obligés d'être à peu près 30 heures à l'ancre. Ils ont arrêté quelques fois pour réapprovisionner de bois. Naturellement, ils ne voguaient pas la nuit. Et donc, tout ça pour dire que ça a été très long la première. Les gens étaient satisfaits. Dans cette année-là, 1809, il y a eu à peu près 3 allers-retours et en 1810, une douzaine d'allers-retours. Vous remarquerez que le bateau construit à Montréal avait 6 chevaux vapeur. Petit moteur, 6 chevaux vapeur, ça, c'est l'équivalent de à peine plus fort que ma brosse à dents électrique, là. Donc, comme une petite chaloupe. Et d'ailleurs, le surnom, c'était chaloupe à fumée. Alors, c'est un succès technologique, bien sûr, mais échec commercial pour différentes raisons. Vous avez à droite l'illustration de l'inauguration à Montréal. Alors, le surnom, c'était la Molson Line, même si officiellement, c'était St. Lawrence Steam Navigation Company. Ensuite, St. Lawrence Steamboat, avec fusion avec d'autres compagnies, il y a eu des fusions tout le long de l'histoire des croisières. Mais déjà, depuis 1819, ils offraient un tourisme de distinction. On faisait vers le bas du fleuve, Kamouraska, Kakuna, Saguenay. Ça donnait un bateau vapeur, premièrement, des horaires réguliers. C'est-à-dire qu'à voile, on ne pouvait pas prévoir quand le bateau arrivait à voile. Mais à moteur, vapeur, on pouvait prévoir. Donc, ça aidait beaucoup la clientèle. Tarification uniforme, donc pas de guerre de prix parce qu'il y avait déjà une fusion avec plusieurs compagnies, donc tarif intéressant pour les gens.
puis la fin des courses. Les capitaines aimaient bien courser sur le fleuve, lequel elle arrivait le premier à quai par rapport à d'autres bateaux. Donc, il y a eu des accidents, des feux, des décès. Bref, c'était pas agréable. Mais déjà, en 1822, il y avait 36 bateaux, là. C'est la plus grande flotte de vapeur en Amérique. Il faut le faire quand même. Et ils ont offert un service régulier en Québec et le fjord Saguenay très tôt dans leur service. En 1850, c'est vraiment dans les 1850, je vais dire, ça a vraiment changé. La compagnie ferroviaire de Grand Trunk, qu'on connaît nous à Québec aussi, là, à Lévis, Grand Trunk a bouleversé le commerce. Premièrement, parce que Grand Trunk a commencé une route Montréal-Toronto, donc ça enlevait déjà des possibilités là, de transport pour marchandises au bateau. Ensuite, il y a eu une route qui faisait de Portland, Maine, vers Lévis, Boston, New York, et ensuite une route jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, tout ça, ça enlevait un petit peu la marchandise au bateau à transporter. Ça évitait ensuite de faire le tour là, par les maritimes. Par contre, ça amenait des visiteurs. Donc, les visiteurs américains, il faut réaliser qu'aux États-Unis, dans ces années-là, il y avait peu de services sanitaires dans les grandes villes comme New York, Boston, Chicago. Et donc, c'était très chaud l'été, très, très chaud. C'était surpeuplé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipements sanitaires. Les gens qui avaient des sous pouvaient se permettre de partir vers l'air frais et l'air pur, frais comme dans fraîcheur, mais frais comme dans cool, et air pur du nord. Donc, c'est pour ça que certaines destinations comme Newport, Rhode Island, Bar Harbor dans le Maine, et naturellement la Malbaie et le Saguenay ont été populaires avec la clientèle américaine très tôt d'ailleurs. Et comme tout bon entrepreneur, bien, Molson a investi dans plusieurs compagnies, toujours en rapport avec sa brasserie et le bateau, autant côté charbon et autres. Alors, il a commencé une banque. Nous autres, on connaît bien cette banque-là. Et je vais juste mettre, si vous permettez, 2 petites secondes, un petit laser. Alors, ici, c'est la banque de Molson sur la rue Saint-Pierre. Mais regardez le billet de banque. C'est un bateau sur le billet de banque. Alors, c'était pensé dès le départ. Il y a eu plusieurs succursales Québec, Ontario, Ouest canadien. Ça a été vendu ensuite à la Banque de Montréal. Le deuxième bateau que je voulais vous parler, c'est le PS Royal William. PS, c'est pour paddle ship. Paddle ship, c'est une roue à aube. Et donc, il y a eu un exploit très particulier. C'est commandé aussi pour John Molson, pour une compagnie au Québec. À Québec, ça a été construit donc dans un chantier naval à Québec, chantier de Black and Campbell. L'inauguration en avril 1831. Mais vous regardez déjà, tantôt, le bateau, j'avais mis en jaune 40 tonnes, gross tonnage. Le capitaine Robitaille en a parlé, c'est le volume intérieur du bateau et c'est par là qu'on juge la grosseur du bateau. Alors, 40 tonnes, le premier accommodation. Celui-là, déjà 1370 tonnes. C'est la fois, vous allez en voir beaucoup plus gros tantôt, mais on voit que ça grossit très rapidement. Alors, inauguration à Québec de ça, 50 passagers en première classe et 60 dans l'entrepont. Puis en anglais, Steerage, on fait des visites en anglais dans la documentation. L'entrepont, c'est entre le pont supérieur et le pont inférieur, mais dans des bateaux, c'est comme la cale, puis dans d'autres bateaux, c'est l'équivalent, disons, d'une troisième et quatrième classe. Alors, déjà qu'on voyait pour ça, c'est possible d'avoir différentes tarifications de clientèle. Et son contrat, c'était pour la Poste royale entre Québec et les Maritimes. Samuel Cunard, on connaît encore la compagnie Cunard, en anglais c'est Cunard qui dit. La compagnie Cunard, c'est un des actionnaires originaux, on va en parler un petit peu tantôt. Son exploit au Royal William, c'est qu'il a été le premier vapeur à traverser complètement la vapeur vers l'Angleterre, départ de Pictou, j'ai déjà habité à Pictou, en Nouvelle-Écosse, pour l'Angleterre. 25 jours parce qu'il a dû arrêter tous les 4-5 jours pour enlever les incrustations d'eau de mer qui alimentaient les bouilloires à vapeur. Et donc, en arrêt, il a dû faire ça, malheureusement. Vous avez à droite, j'espère que vous voyez, vous, les illustrations, parce que moi, je posais en haut, là, en haut à droite, c'est comme ça que j'ai préparé toutes mes diapos. Alors, l'illustration montre le Royal William à Québec à l'inauguration. Et en bas, c'est une photo de la maquette du Royal William qui est au Moran Center. Une parenthèse, la Poste royale. Vous allez voir ça dans la plupart des affiches, des illustrations que je vais vous montrer dans la présentation. La Poste royale était super importante pour la navigation. Il faut penser que les premières navigations, voile bien sûr avant et vapeur, c'était la seule forme de communication que les gens avaient avec l'Europe. Donc pour nous, l'Angleterre, pour avoir des nouvelles et autres, même aux États-Unis aussi. Et donc, c'était une question de
je dirais, de crédibilité pour une compagnie qui avait la Poste royale. C'était, oh, wow, ils doivent être sécuritaires. C'est une question de prestige, bien sûr. Vous avez la Poste royale et donc vous allez voir, ils l'annoncent très clairement sur les affiches. Et naturellement, c'était rentabilité pour le bateau. Ça coûtait cher au départ, transporter la poste pour les propriétaires. Et donc, c'était quelque chose d'assez spécial. Juste comme une parenthèse, le premier bureau de poste à Québec en 1763, le contrat offert à Cunard, départ d'Halifax 1839 avec son vapeur. Et vous avez d'ailleurs, ici, c'est le thème qui rend hommage à M. Allen, Hugh Allen, en 2004 avec ses bateaux. Et c'est la compagnie Allen qui a obtenu le premier, en fait, le deuxième contrat bimensuel de Liverpool, Angleterre, à Québec. Il y avait par contre, pour avoir ce contrat-là, c'est une question politique, là, de pression politique, il y avait des conditions particulières très chères pour le propriétaire. Il fallait que sur le bureau, à l'intérieur du bateau, dans le bureau de la poste, il y ait deux couches de plancher de zinc contre le feu. Il fallait qu'à l'intérieur du bureau, ce soit des boiseries en acajou, oui, bien sûr. Et que aussi les employés soient en uniforme, que les tables soient recouvertes de tissu vert. La poste devait être triée sur le bateau avant d'arriver à Québec dans les premières années, donc des employés payés par Hugh Allen. Il y avait en plus des pénalités qui arrivaient plus tard, donc c'était assez onéreux. Avec les années, ça a été relaxé et ensuite la poste était triée en arrivant à Québec, mais quand même assez particulier. Et Allen a gardé ce contrat-là jusqu'à la Première Guerre mondiale quand même. OK. Alors là, c'est sûr, il faut parler un petit peu d'immigration. Dans toutes les croisières au début, même si je ne le répète pas pour ne pas me répéter, il y avait des passagers de vacances, il y avait des plaisanciers, vacances, et il y avait aussi, bien sûr, transport de gens qui voulaient immigrer au Québec. Alors, on voit d'abord, encore là, à droite, ce sont des gens, des Irlandais qui attendent au quai de Queenstown, qui est l'ancien nom de port de Cobh, pour la ville de Cork, en Irlande. Donc, ils attendent sur le quai. Et si vous regardez ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais vous avez une affiche ici des gens qui sont à Boston, qui attendent pour partir à Boston, New York, et il y a l'affiche Québec aussi, donc les gens qui partaient pour Québec. L'illustration du bas vous montre que c'était dans le début, là, pas à partir de 1860, il y a eu des règlements, mais au début, c'était des bateaux cercueils, parce que beaucoup de transporteurs qui transportaient du bois de Québec, on sait notre commerce de bois Québec vers l'Angleterre, en revenant, ils étaient vides. Et donc, c'est une façon de remplir leur cale, donc leur entrepont. C'était tassé, c'était peu sanitaire, c'était épouvantable. Euh, Pas d'eau, de nourriture, et donc les gens étaient malades dans les épidémies qu'on avait. C'était à cause de ça. Vous pouvez vous imaginer les pots de chambre. Alors, ceux qui ont le mal de mer, je vous avertis tout de suite, c'est juste quelques secondes, mais ça vous donne une idée qu'est-ce que c'est une tempête sur l'Atlantique. Et ça, c'est un gros bateau, là, OK? On s'entend que c'est un pétrolier. Mais les vagues dans l'Atlantique sont incroyables quand il y a une tempête. Une moyenne de traversée d'à peu près 47 jours dans les 1840. Alors, quelques jours ou 47 jours de ça, on est malade. Et donc, c'est pour ça que les gens, peu d'eau, entassés, pas de lumière, pas d'air frais, effectivement, c'était pas agréable. Alors, j'enlève ça dessus pour les gens qui sont sensibles au, au mal de mer. Et encore là, grossir, il faut en parler un petit peu aussi. L'immigration, donc les gens arrivaient, les installations ont été changées, c'est sûr, au cours des années. On arrivait, le bateau était inspecté pour savoir s'il y avait des malades ou des décès à bord. Si vous regardez en bas la photo, le lavoir du 155, donc on lavait le linge, mais ça a été amélioré dans 1885. La photo en haut vous montre qu'on prenait tous les biens des passagers, on les mettait à l'étui. L'étui, c'est la vapeur, et donc ça tue tous les microbes et bactéries, et on redonnait ça ensuite à la clientèle. Donc, ils avaient leurs biens, mais qui étaient désinfectés. Et encore là, c'est sûr que ça a amélioré les installations à Gros-Île. J'avais la chance d'aller visiter Gros-Île, c'était absolument spectaculaire. Et après Gros-Île, donc, ils arrivaient à Québec. Le port de Québec, c'était le port d'immigration, donc c'est comme les douanes, l'inspection. Les bâtisses que vous voyez à gauche, c'est le hall des immigrés en 1873. Celle à droite, c'est les bâtiments améliorés du port de Québec en 1913. Et donc, il y avait un bureau de change, il y avait, avec les années, bien sûr, un bureau de change, un magasin, il y avait quand même une clinique médicale, il y avait des gens qui pouvaient se mettre avec avec leur conjoint, même aller sur la terrasse. En haut, il y avait des terrasses sur le toit, divisées en trois femmes parce que
et des familles de toutes nationalités. On pense toujours, nous, aux Irlandais, aux Écossais, mais il y a comme 43 nationalités, entre autres à Grosse-Île, qui sont venues. Donc, très, très variées comme population. Vous voyez, en 1911, une famille slave. L'illustration du bas, moi, je la trouve intéressante parce que c'est une clientèle touristique et d'immigrés qui arrivent à Québec. Et on sait que c'est Québec parce qu'on voit ici l'élévateur à graines de Great Northern avant qu'il passe au feu en 1909. Donc, moi, je trouve ça intéressant d'avoir ça. On sait que c'est de Québec. Le premier bateau, le premier paquebot au port de croisière, c'était en 1861. Il est passé à peu près un mois à Québec. D'ailleurs, c'était possible d'aller visiter. Les gens de Québec pouvaient aller le visiter. Ils ont fait des sous avec ça. Pour voir cet énorme bateau-là, regardez, 18 900 tonneaux là, que M. Robitaille appelait. On était rendu à 18 300, tantôt on est rendu à 18 900 en 1861. Donc, il faut le faire quand même. 3 000 tonnes de charbon qu'il pouvait garder dans sa cale, c'était l'alimentation de ses moteurs. 4 000 passagers, 800 cabines. 4 000 passagers, on s'énerve en ce moment à Québec quand on a un bateau de 3 000 à 6 000 passagers. 1861, il faut le faire. Là. Mais ça n'a pas été tellement, disons, échec. C'était un échec un petit peu commercial pour le niveau croisière. Et donc, dès 1866, il y a eu une deuxième carrière, ce bateau-là. Il était tellement gros qu'il était le seul construit par M. Brunel à ce moment-là. C'était le seul qui pouvait contenir tous les rouleaux, les gros rouleaux de câbles sous-marins qu'on allait mettre dans l'Atlantique pour passer les câbles de télégraphie, là, pour recevoir des télégrammes entre l'Irlande et le Canada. Alors, ça arrive au Canada, à Heart's Content, à Terre-Neuve. Si vous avez la chance d'aller là, il y a un musée extraordinaire sur la télégraphie. Alors, c'était quelques mots à la minute dans les premières années. Alors, c'était le Great Babe, c'était son surnom. La photo du bas, c'est le Great Babe à Québec. Et en haut, c'est juste ça vous donne plus facilement là, une vue de la roue à aube du bateau, mais ça, c'est pris en Angleterre. Et ça, c'est quelques photos du bateau. Premièrement, vous avez ici les lustres. Et si vous permettez, ici, vous voyez les câbles qui retiennent le lustre pour pas que ça branle trop dans les grandes vagues. On voit même un reflet ici dans le miroir. Et ici, c'est dans un des salons, un bar, aussi les câbles qui retiennent les lustres. Vous avez à gauche une illustration d'une enseigne de publicité pour M. Ardouin qui était sur la rue La Fabrique. Et ils vendaient des souvenirs. Alors, c'était des souvenirs of their visit to Quebec in connection with the site of the Great Eastern. Alors, c'est sûr, les souvenirs, longtemps, les souvenirs des boutiques de souvenirs à Québec pour le voyage du Great Eastern à Québec. Il va y avoir quelques compagnies, je vais vous décrire, qui sont toutes des compagnies importantes qui sont venues, qui ont fait, à ce moment-là, c'était naturellement des traversées transatlantiques, toujours, encore, je me répète juste une fois, c'est la dernière fois, toujours entre les vacanciers et les immigrants. Et sur tous les bateaux, vous allez voir, il y avait toujours des classes ici pour la première ou deuxième classe et ici pour les gens qui avaient moins de sous. Donc, la compagnie Airline était très, très populaire et a visité souvent le Québec pendant les années de 1847. Entre autres, il y avait des bateaux qui étaient plus sanitaires. Les lois avaient commencé à changer, donc il y avait moins de maladies pour la compagnie Allen, en tout cas. Et aussi, il y avait des bonnes assurances. Pour la compagnie, c'était très bon. Lui aussi a investi très rapidement dans la voie ferrée, dans le Grand Trunk, comme bien des marchands. Et c'est lui le premier qui a commencé la route Greenock, Québec. Greenock, c'est près de Glasgow, en Écosse, à Québec, en 1859. Donc, c'était régulier, clientèle, passagère et autres. La compagnie Allen, la famille Allen avait déjà des voies ferrées en Écosse. Donc, ils transportaient les gens partout à l'Écosse vers le port. Ensuite, au port, traversaient l'Atlantique. Et c'est pour ça qu'ils investissaient dans le Grand Trunk. En arrivant à Québec, les gens ne restaient pas nécessairement à Québec. Donc, ils pouvaient aller vers le reste du Canada quand la voie ferrée était à travers, et aussi aux États-Unis. Beaucoup aux États-Unis, on avait une belle connexion avec les trains. Et comme les autres aussi, comme M. Monceau, M. Allen a aussi commencé une banque, la Merchants Bank, 329 succursales au Canada quand même. Et encore, regardez ici, vous avez sur le billet de banque un bateau aussi pour mentionner là, les choses qu'il faisait. Et toujours, regardez en haut ici la fiche Royal Mail Steamers. C'était important toujours de le mentionner pour vous dire crédibilité et sécurité. Je vais vous montrer beaucoup d'affiches. Moi, j'adore les arts graphiques et c'est superbe. Vous allez peut-être vouloir le regarder un peu plus longtemps à un moment donné. Alors, c'est vraiment des affiches. Ça, celle-ci date là, de 1870-1880. La compagnie Allen, dès que le Canada s'est été eu sa confédération en 1867,
le Canada avait besoin de population pour venir peupler et défricher et ouvrir des terres au Canada. Et donc, les compagnies avaient déjà des recruteurs en Europe pour amener des gens ici. Ça n'empêchait pas les clients qui étaient déjà ici de faire un voyage en Europe pour aller voir les gens et revenir en voyage. Mais en 1868, il y a eu les décrets des concessions des terres en Ontario, entre autres. Les immigrations donc, qui étaient subventionnées, comme le mentionnait l'affiche. Alors, l'affiche dit que c'était des subventions pour des terres, il y avait des salaires qui étaient intéressants, les approvisionnements n'étaient pas chers, peu de taxes, les écoles gratuites. Et on invitait aussi les femmes seules pour devenir domestiques. En 1872, c'était la loi des terres fédérales, donc plutôt Manitoba et Ouest canadien encore là pour venir peupler et ouvrir le Canada. L'immigrant qui avait un passage qui était aidé en subvention avait 3 ans pour améliorer sa terre, sinon il devait rembourser le tout. Allen, comme on voit ici, une belle affiche de carte postale de Québec en haut. Et à droite, en bas, bien, vous voyez, c'est vraiment le touriste qui vient avec la Allen Line of Canada. Et à gauche, on remarque encore le Royal Mail, toujours affiché. Regardez le bateau à gauche. Et d'ailleurs, ça vous donne une idée comment ce qui est peint en blanc dans les ponts supérieurs, c'est vraiment une clientèle qui paye première ou deuxième place. Mais dans les ponts inférieurs, c'est vraiment plus, avec tous les petits points que vous voyez en bas, c'est les hublots des troisième et quatrième classes. Donc, il y avait toujours pour les deux types de paiement en bord. Allen a navigué très longtemps sur le fleuve, donc même dans les années 1880, il a fait pression pour avoir plus de phares. On en a parlé un petit peu avec la garde côtière, capitaine Robitaille. Le fleuve n'est pas facile à naviguer, c'est les brumes, c'est les hauts fonds, c'est les bancs de sable. Alors, dans l'affiche, vous voyez à gauche de Allen, il réfère même au bateau-phare Red Island que vous voyez ici. Le bateau-phare, c'était avant les phares, premièrement, mais aussi même pendant qu'il y avait un phare. Alors, c'était allumé de 2 mâts, il y avait 6 lampes, c'était à l'ancre. Alors, les gens qui travaillaient sur le bateau-phare étaient en fait ancrés. Et vous imaginez, dans les tempêtes autour de la rivière Saguenay, ça devait être épouvantable. Alors, Allen dit, j'ai des bateaux-phares, OK? Même quand le phare est arrivé, comme j'ai les bateaux-phares sont restés parce qu'il y avait des pâtures près de l'île Rouge. Donc, il voulait faire ça un petit peu plus pour ça. Et regardez juste l'année 1907, juste entre mai et juillet, il y avait de la compagnie Allen seulement 14 navires à Québec. Alors, ils voguaient très souvent vers Québec. Ils ont vendu en 1909 à Canadian Pacific, mais ça n'a pas été dit avant 1915. Donc, les gens qui achetaient des bateaux sur les deux compagnies pensaient que c'était des concurrents, mais c'était en fait la même compagnie. Une autre, c'est Dominion Line, bien connue aussi. On voit clairement qu'à gauche, ce sont des vacanciers qui sont sur les ponts supérieurs et qui apprécient l'air pur et l'air frais. Au centre, vous voyez que c'est départ Liverpool, Québec, Montréal, Halifax, Portland, Boston aussi. Pourquoi? Parce que ça ne vogue pas en hiver ici. Alors, pour garder la même route régulière, ils devaient aller à Portland dans le Maine, Boston, Massachusetts ou Halifax en Nouvelle-Écosse pour amener les gens. Ils revenaient à Québec l'été aussi. Et à droite, c'est une affiche qui est traduite en norvégien parce que c'est le service Liverpool-Montréal qui était offert, mais aussi offert par les recruteurs pour immigrants et vacanciers en Norvège. Et ça devient la White Star Dominion Line là, un petit peu plus tard. Quelques photos d'un des bateaux de la Dominion Line, c'est le SS New England. Vous voyez d'ailleurs les 3 lignes, c'est le même bateau qui change de nom 3 fois parce qu'il y a 3 propriétaires. Quand on fait des recherches des fois de bateaux, c'est plus délicat de trouver c'était à qui parce que ça a changé de nom souvent. La photo, donc les 2 photos de gauche, c'est entre autres une cabine et la salle à manger en première classe. Salle à manger en haut, donc avec lumière naturelle d'un beau vitrail. Et en bas, c'est une cabine première classe. Donc, on voit boiserie, rideau et lavabo. C'est juste 2 lits superposés. La photo à droite, celle du centre, vous montre la salle à manger aussi. Belle grande lumière au-dessus des tables, mais ce n'est pas naturel. C'est une lumière parce qu'elles sont plus bas dans la cale. Et plutôt, c'est le cafétéria, tandis que la photo de droite vous montre une cabine autour de 1900, troisième classe, 2 lits superposés. Je ne sais pas sûr que j'appellerais ça des boiseries, mais en tout cas, il y avait du bois, lavabo, et il pouvait avoir des cabines à 2, 4 ou 6 lits que les gens, naturellement, même qui ne se connaissaient pas, pouvaient partager. Beaverline et Elder Dempster, d'autres compagnies, encore regardez, c'est toujours marqué Royal Mail, Mail Service, Royal Mail Steamers, parce que c'était encore vapeur. Beaverline n'a pas duré longtemps, a été bien vite repris par Elder Dempster et ensuite acheté par Canadian Pacific. La Royal Line avait une différence, vraiment, c'était la première qui annonçait que la traversée était maintenant de 4 jours.
N'oublie pas, on est passé de 47 jours, à un moment donné, c'était une dizaine de jours, et là, on est rendu à 4 jours, on parle de ça en 1910. Et Royal Land, eux autres, ce qu'ils disent en particulier, c'est, à part de la clientèle de vacanciers, venez vous établir au Canada, regardez le ciel est bleu, les prairies sont belles, regardez le blé, le vent, la fermière, oh mon Dieu, qu'elle est confortable, et toujours en vacancier dans les ponts supérieurs. Les recruteurs parlaient de la fertilité des sols, des prairies, tout était beau. Donc, jamais aucune mention dans les recrutements de l'hiver, des blizzards, du froid, du vent. Bref, on voulait vraiment que les gens viennent pour juste l'été. Et garantie pour les femmes qui venaient au niveau du service, de devenir domestique, une garantie religieuse sobre, parce que les gens souvent voyageaient seuls. Et Roland était acheté par Cunard ensuite. Anchor Johnson, c'est une autre. Beaucoup de bateaux, 25 bateaux déjà en 1916. Eux offrent Greenock, encore là près de Glasgow, Liverpool, Angleterre, Québec. Ils s'en vont à Montréal. On change de bateau, on s'en va vers Toronto, Halifax, Saint-Jean, ça c'est Nouveau-Brunswick, Portland, Maine. Et donc, toujours avec les connexions ferroviaires là, qui allaient pour les gens qui voulaient se déplacer autre qu'arriver au port même. Et vous voyez un petit salon sur le Laetitia, un des bateaux du Anchor Donaldson. Alors, ce n'est pas un salon troisième classe, bien sûr, c'est une photo d'un salon première et deuxième classe. Et ensuite, ils sont sous la tutelle de Cunard de Mid-Atlantic. Et vous remarquez que les noms reviennent, là, beaucoup de fusions, mais les noms connus reviennent, qui restent encore, donc Cunard. Samuel Cunard, c'est un Alligonien, on dit donc. Il était né à Halifax. On a vu tantôt qu'il était un des actionnaires du Royal William. Lui a eu son premier contrat postal en 1839. Et son premier vapeur à lui qu'il a fait construire, c'est la photo du haut, c'est le RMS Britannia. Donc, Royal Mail Ship Britannia, et qui faisait Liverpool vers Halifax. Dès le départ, Cunard avait une réputation parfaite là, pour la sécurité, la rapidité. Donc, il a obtenu des contrats, il y a eu des subventions aussi pour construire d'autres bateaux pour s'assurer des liaisons d'Halifax vers l'Europe. Et en 1948, on voit une affiche où c'est vraiment du tourisme. Et donc, on voit l'ancienne carte de la Nouvelle-France et du Canada. Encore, on voit Montréal, Québec, Liverpool, Glasgow, Havre, London, Southampton, qui est près de Londres. Cunard devient Cunard White Star. Ça nous connaissent un petit peu White Star, c'est la compagnie du Titanic. C'est acheté par Carnival, qui est une compagnie qui existe encore aujourd'hui en 1998. Et nous, on connaît le Queen Mary II qui vient à Québec, qui a fait sa première croisière inaugurale transatlantique en 2004. Une autre compagnie qu'on connaît bien, c'est Canadian Pacific Line. Nous autres, on dit toujours CP. Alors, CP, en fait, a commencé dans les années 1880 avec la voie ferrée du côté Pacifique, avec beaucoup de bateaux qui allaient vers l'Asie. Il a fait des croisières touristiques en Alaska et ensuite, il est venu du côté Atlantique pour faire les traversées atlantiques. Alors, ce qu'on voit comme affiche avec une belle carte postale de Québec à gauche, vous regardez encore celle du centre, Fast Luxurious Mail Steamers de Canada, toujours encore là vers le Canada avec différentes catégories de gens à bord du bateau. Cornelius Van Horn, qu'on connaît, nous, du CP, des hôtels CP, en 1887 devient président, je pense qu'en 1888. Il loue même des bateaux de Cunard pour arriver à point et à jour dans ses contrats. Et donc, c'est dans son terme comme président de Canadien Pacifique, construit les hôtels CP à travers le Canada, dont naturellement le Château Frontenac. Et regardez ça, 1891, il reçoit un contrat postal de l'Angleterre vers l'Asie via le Canada. Il faut le faire, OK? On part de l'Angleterre, on traverse le Pacifique en bateau de la CP, on arrive à Québec, à Montréal, on traverse le Canada à bord des trains de CP. On arrive à Vancouver et on traverse le Pacifique à bord des bateaux de CP, pour arriver en Asie. Alors, il me semble que c'est un long détour, mais en tout cas, encore là, c'est des un contrat postal qui était assez particulier. Nous, on connaît aussi l'Empress of Ireland. Alors, on dit que c'est le plus grand des as maritimes canadiens. Il était parti de Québec le 28 mai en fin de journée. C'est arrivé le 29 mai dans la nuit du 28 au 29. Il devait d'ailleurs revenir et faire la traversée encore de Québec le 25 juin. Naturellement, c'est jamais arrivé. C'était sa 192e traversée de l'Atlantique, l'Empress of Ireland. Donc, il faut le faire. Il aurait été à Rimouski, comme toujours, pour déposer la poste, la très important sac de poste, et débarquer le pilote. C'est un brouillard épais et donc une collision avec un charbonnier norvégien.
Ça a coulé en 14 minutes, à peu près 45 mètres là, de profondeur. Donc, il y a 1000 passagers sur 1400 qui sont décédés très, très vite. C'est épouvantable. Par contre, ils sont retournés quelques jours après, ouvert la coque pour aller chercher des lingots d'argent, les sacs de poche. Je vous dis que c'est important, la poche, et le coffre-fort. Une plaque commémorative en 1994 est classée monument historique en 99 parce que beaucoup de gens font encore d'ailleurs la plongée sous-marine. Ils allaient chercher toutes sortes de petits souvenirs. Donc, on dépeçait un peu le bateau. C'est quand même un lieu de mémoire pour les gens qui sont décédés. Donc, maintenant, c'est classé monument historique. Et naturellement, vous pouvez aller au site maritime historique de Pointe-au-Père, visiter le musée et voir le phare de Pointe-au-Père. Un bon endroit. Pôle publicitaire. Vous avez des belles affiches de Canadiens Pacifique. Moi, comme je dis, j'aime les arts. Donc, ces affiches-là, moi, je trouve extraordinaires. Vous avez donc les premiers logos, le quadrillé rouge et blanc de CP. Vous avez la construction d'Impress of Britain 2 en 1931. Et à droite, vraiment art déco, en 1931 aussi, l'affiche d'Impress of Britain qui fait la traversée du fleuve. Traversée, n'oubliez pas, on dit toujours traverser, traverser parce que il n'y avait pas d'avion. Donc, tout ce qui était européen qui venir au Canada, en Amérique, en fait, ou américain de l'Amérique, je veux dire, aller en Europe, c'était par bateau. Les avions n'étaient pas encore très populaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de traversées quand on parle de traversée. Quelques photos d'Impress of Britain 2. Encore là, si vous regardez les dates, il y a eu le Impress of Britain 1, 2 et 3. Nous, c'est le 2 qu'on regarde. Regardez les dates 1930-40, qui a d'ailleurs été coulé par un sous-marin allemand pendant la Deuxième Guerre. Beaucoup des bateaux étaient réquisitionnés pendant la guerre. Première guerre mondiale, d'ailleurs, et Deuxième Guerre. Donc, ils ont perdu beaucoup de bateaux, plusieurs des compagnies pendant ces temps-là. Alors ça, c'est l'Impress of Britain 2, décoré par des artistes très reconnus et de renom pour le bateau, dont décoré pour le bar Knickerbocker, qui est par William Heath Robinson, un caricaturiste bien connu en Angleterre. Donc, toutes ces illustrations, c'est des caricatures. On gardait toujours aussi la connexion avec le Canada, la salle Jean-Cartier, le nom de la salle, salle à manger. Et à droite, en bas, vous voyez aussi une peinture spécifiquement pour Impress of Britain qui rappelait l'arrivée de Champlain qui présentait sa femme Hélène Boulay à Québec. Et donc, encore là, on voit Champlain ici, qui arrive. On reconnaît l'habitation par les illustrations qu'on a vues de l'habitation Champlain et Hélène Boulay est derrière les poteaux de l'escalier. Il n'y a pas d'autres photos que j'ai pu trouver. Naturellement, la peinture a coulé avec le bateau. Une autre petite pause publicitaire. Ça, c'est des affiches de CP, mais juste à Québec. Et donc, elles sont tellement belles. Encore là, c'était l'art, c'est le temps glorieux là, des croisières dans les années 20 et 30. Alors, on voit toujours, n'oubliez pas que CP, c'est Château Frontenac à ce moment-là. Donc, toujours, c'est Québec et le Château Frontenac. Disons qu'en 1927, la hauteur du Cap-Diamant a grossi un peu, mais disons, c'est artistique. On va dire que c'est artistique. Et donc, belles affiches. Et souvent regardez pendant des jours sur Google, il y en a plein, plein d'affiches. Dans les années, je mentionnais les années de guerre, les bateaux étaient réquisitionnés, on en a perdu plusieurs, mais aussi, ça aidait ces bateaux-là dans la traversée à amener des soldats et du cargo en Europe. Et des fois, ils étaient même accompagnés de convois maritimes. Donc, ils ont aidé beaucoup. Et tout de suite après la guerre, en fait, 45-50, c'est trop jeune, et moi aussi d'ailleurs, pour le savoir, mais les vols aériens se sont développés. Alors, il y avait moins de goût ou d'obligation de faire la traversée en bateau. On ne voit pas, OK, mais Impress of Canada avait une traversée à peu près le même prix que le vol aérien. Donc, c'est un choix. Est-ce que je prends le vol de quelques heures, je prends la traversée de plusieurs jours? C'est un choix de transport pour les gens. Et donc, parce qu'ils avaient le choix souvent, et l'automobile se développait aussi, les routes étaient plus développées au Québec et partout. Donc, les gens avaient le choix de venir, de prendre une auto et d'aller, les routes étaient plus carrossables à ce moment-là. Alors, les croisières ont vraiment diminué, presque tombé à cause des traversées qui ont tombé après la guerre et jusque dans les années 90, en fait. Il y avait toujours des croisières en Europe, il y avait toujours des croisières en Asie, des tours de monde en croisière. Dans les Antilles, ça a été très populaire, on va le voir. Mais au Québec, ça a vraiment eu une chute baissée. On voit aussi à gauche l'affiche 1967, un petit peu plus Flower Power là, de Impress of Canada. Et la photo du centre vous montre l'Impress à Québec.
la route qu'ils faisaient dans l'Atlantique et le même Impress, on est rendu à 27 000 tonnes à Liverpool en Angleterre. Et 1971, c'était la dernière année des traversées de Canadien Pacifique. Ensuite, ça a été vendu à une compagnie allemande. Donc, on retourne un petit peu en arrière parce que là, on a des croisières de Québec à Québec. De la ville de Québec, je veux dire, dans la province de Québec. Et une des premières, c'est le Québec Gulfport Steamship Company, qui est devenue après ça Québec Steamship Company en 1872. Eux ont eu un contrat postal pour les villages côtiers du Québec avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Encore là, on retourne en arrière. Là. 1872, là, il n'y a pas de vol aérien, il n'y a comme pas de route ou très peu carrossable. Et si vous pensez que les culs de poule sont pas bons en ce moment, imaginez ces routes-là à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas vraiment de communication. C'était par le bateau. Et donc, ils faisaient des escales dans différents ports, dont Métis, même à l'occasion, même s'il n'y avait pas de quai. Ce que vous voyez à gauche, l'illustration, c'est date de 1913. Ça vous donne une idée de ce qu'ils faisaient quand il n'y avait pas de quai ou pas des bons quais. On amenait toutes les petites chaloupes autour des bateaux, on laissait débarquer les passagers, on ramait ou à la voile sur la plage, les passagers traversaient la plage à pied et ensuite les calèches les attendaient pour les amener dans les hôtels. Donc, c'est le cas de la photo que vous voyez en bas du Turner Hall à Métis, qui était le premier hôtel dans le coin de Métis-sur-Mer. Ils ont eu, à un moment donné, 3 hôtels, jusqu'à 10 hôtels. Ça a été une région très développée pour les croisières. Les gens aimaient, les Américains aimaient les croisières, les anglophones aussi de l'Ontario ou du Québec. Il y a encore une population anglophone très importante dans ce coin-là. Il y a encore beaucoup de maisons qui se louent de génération en génération pour la clientèle touristique. Québec Steamship, donc c'est la même, mais qui a changé de nom. Le bateau SS Trinidad, 2162 tonnes. Vous voyez une annonce de cigarettes, on n'a plus ça maintenant, encore qui annonce le Québec Steamship. Et si on regarde en 1888-89, service hebdomadaire New York, Bermude, Antilles. Et l'affiche que vous voyez à droite, c'est vraiment l'affiche de Québec Steamship qui s'annonce Bermude et Antilles de l'Ouest dans la saison 1911-1912. Donc, c'était une façon, nous aussi, de rentabiliser si on ne pouvait pas le faire l'hiver dans les voyages côtiers. On le faisait à ce moment-là dans le sud. Pour le Tricentenaire de Québec en 1909, il y avait un service hebdomadaire New York-Québec, donc 170 passagers en première classe, des départs en juillet au mois d'août. Il faisait des arrêts aussi à Halifax, Nouvelle-Écosse et Charlottetown, l'île du Prince-Édouard, pour amener des gens vers Québec pour visiter Québec. Donc, ça fait un bout de temps. Et en 1913, cette compagnie-là est incorporée à Canada Steamship Line. Les Bouchard Brothers de Gaspé Steamship Line. C'est un petit peu nouveau dans le commerce. Montréal-Gaspé, ils ont reçu une subvention, donc ils ont racheté Québec-Gaspé bimensuel. Il y avait 20 cabines sur le Gaspésien pour amener des gens pour faire des visites de plaisance. Ils partagent à un moment donné avec une autre compagnie, le bateau Campana, parce qu'ils rajoutent Pictou, où j'ai déjà habité. Je vous l'ai-tu dit? Oui, OK. Et Charlottetown. En 1908, c'est le Lady of Gaspé qui fait le cabotage. Le cabotage à Québec, Montréal, Québec et Gaspé. Le cabotage, ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est une desserte côtière, maritime, donc il va porter provisions, marchandises et qui amène des passagers dans tous les villages qui n'ont pas accès à des routes ou pour lesquels c'est difficile. On va le voir tantôt, là, ça se fait encore. Et donc, en 1911, on voit 8 jours, Québec, Gaspé, Québec. 700 000 par lot pour 26 $. Et en 1911 et 1913, le Gaspésien faisait 26 parts dans son cabotage entre Québec et Passepébiac en Gaspésie. Donc, absolument essentiel pour la population locale. Naturellement, la poste était toujours apportée et les marchandises aussi. Clark Steamship, un petit peu spécial, c'est 2 frères, William et George Clark, qui étaient de l'Ontario, qui avaient des imprimeries aux États-Unis et en Ontario. Et donc, imprimerie dit papier, papier dit usine à papier. Donc, ils ont établi, carrément fondé Clark City. Il y en a qui savent c'est où Clark City, c'est à l'ouest de Sept-Îles. Alors, c'est l'ancien nom dans un sens de Sept-Îles sur la côte nord. Ils ont donc établi une voie ferrée, une usine de pâte et papier, plus tard un barrage hydroélectrique, tout ça pour alimenter, pour avoir le papier sur place. Et fondé en 1921 avec le bateau que vous voyez à droite, qui est le North Star, la route Québec-Natashquan. On a à peine ça aujourd'hui. Maintenant, on l'a en cabotage, mais pas en visite touristique. Il serait toujours intéressant de recommencer ça s'il y avait de la demande. Et cette compagnie-là était reconnue pour la cuisine française et la prohibition
dans les années 30. Les Américains adoraient venir au Canada. Il y avait moins de règles strictes pour la prohibition. Même chose aussi pour la région de Charlevoix avec les bateaux blancs qu'on va voir tantôt. C'est donc très populaire pour les Américains, toujours qui venaient l'air pur, l'air frais, les souvenirs et la boisson à ce moment-là. Et on voit en 1930, c'était 11 nuits Montréal-Labrador pour 135 par personne. L'équivalent de cette monnaie-là, maintenant, ça serait peut-être au-dessus de 2300 Donc, quand même assez cher pour un 11 nuits. La photo en bas du North Star, c'est à Anthony, à Terre-Neuve. Alors, le North Star, justement, a été réquisitionné pour la guerre. Il a été peint en gris. Il a changé de nom, même, et jamais revenu à la Clark Steamship par la suite. 1953-1962, il y avait 4 bateaux qui faisaient Québec, la Côte-Nord, Gaspé, les îles de la Madeleine, Saint-Jean, Corner Brook, Botwood, tout ça, c'est à Terre-Neuve, Goose Bay. 3733 voyages dans ces années-là. Ils n'ont pas chômé. Et dans les 1960, la compagnie Clark Steamship s'est retournée vers cargo conteneur. Et dans les années 80, c'est devenu Oceanex qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais regardant encore là les brochures qui étaient faites pour la compagnie, c'était, comme je dis, plus de la Côte-Nord, Labrador, donc c'était chasse et pêche pour les amateurs. Alors, qu'est-ce qu'on vendait à ce moment-là? C'était les aurores boréales, c'était la nature typique, la clientèle locale. Et donc, les gens venaient pour admirer la nature sauvage de l'endroit. La dernière, je vais vous parler, ça c'est plus proche de mon cœur, c'est la Richelieu Ontario Navigation Company, parce qu'on voguait longtemps de Montréal, Québec, vers le Saguenay, passant par la Malbaie. Moi, j'ai habité 20 ans dans Charlevoix, travaillé 10 ans au manoir Richelieu, donc je connais bien Richelieu Ontario, donc c'est un petit peu plus proche là, de mon cœur. Alors, fondé en 1845 par un monsieur Saint-Saëns sur la rivière Richelieu. Monsieur Saint-Saëns, lui, avait fait un transport de marchandises sur la rivière Richelieu. On s'entend près de Montréal dans la Montérégie. Et c'est vite, d'où le nom Richelieu, c'est vite associé avec une personne de l'Ontario qui faisait la même chose, transport de marchandises en Ontario, d'où Ontario. Et vite sont sortis sur le fleuve et ont commencé tout de suite de l'Ontario vers Québec et ensuite vers Saguenay, les croisières qu'on connaît plus tard. Là, vous voyez l'affiche à gauche, avec toujours connexion de train pour amener des visiteurs de l'Ontario et des États-Unis vers ces croisières-là qui étaient absolument superbes. On voit que dès 1864, l'hôtel Tadoussac a été construit. En 1872, notre Lord Dufferin avait sa maison à Tadoussac. Dès que quelqu'un de renom, de réputation, qui a une maison dans un petit coin qu'on ne connaît peut-être pas, on est enclin à aller voir qu'est-ce qu'il a attiré sur place. C'est arrivé la même chose sur la côte Est et notamment dans Charlevoix. Et fusion avec Allen ensuite en 1874. La Richelieu Ontario Navigation, R&O, le plus court, comme il faisait de l'Ontario vers Saguenay, il y avait différents bateaux qui faisaient différentes routes. Alors, c'est pour ça que là, on voit tout séparément. On achetait le passage séparément, l'aller-retour, ensuite les cabines et ensuite la nourriture. La photo vous montre Québec avec les bateaux du R&O, avec leur titre Niagara to the Sea Niagara parce que ça partait du lac Ontario, Toronto et tout ça. Et ça descendait Montréal, les Rapides, Québec et ensuite ça allait vers la mer. La mer, naturellement, pour les gens sur place, ils le savent, c'est de l'eau salée, donc ils vivent près de la mer. Et ça, c'était ce qu'on avait en fait comme route. Alors, on voit ici à gauche, vous avez le bateau qui est à l'hôtel Thousand Island, qui est Alexandria Bay, New York. Ensuite, on fait les Mille-Îles ici. Ensuite, on descend les Rapides. Il y avait 3 bateaux qui faisaient les Rapides. Les Rapides, je pense que c'est 7 ou 9 Rapides là, de Prescott, Ontario à Montréal. Et donc, c'était la seule compagnie, puisqu'il y avait plusieurs qui faisaient ce trajet-là, mais il y avait la seule compagnie qui faisait tous les rapides. C'est un thrill absolument incroyable pour les visiteurs. On voit ici d'ailleurs un des bateaux là, dans les rapides. Et naturellement, la promotion faisait aussi effet que les seuls pilotes capables de traverser les rapides, c'était les pilotes des Premières Nations, vu qu'ils faisaient ça depuis des milliers d'années en canot. Et donc, ça, vous avez la photo aussi de Capitaine Rice, qui faisait partie de la promotion d'ailleurs, qui pouvait traverser les rapides. Donc, on changeait de bateau et on faisait les rapides, on changeait le bateau, on était à Montréal. Alors, R&O est acheté par Canada Steamship Line, CSL reconnu, et donc, je l'ai mis en jaune parce que c'est en 1913 que le changement s'est fait. Mais dès 1899, on construit le premier manoir. Rodolphe Forget, parce que j'aime toujours parler des gens, des Québécois qui sont fait partie de ces grandes compagnies-là, président en 1904.
Et en 1914, même, eux autres, CSL aussi commencent une route de la côte nord pour les avides des sportsmen, donc pêcheurs et chasseurs. William Coverdale devient président en 1922. William Coverdale, il était amateur d'art et d'antiquité. Et pour lui, l'histoire du Canada, c'était par la voie du fleuve jusqu'au lac Ontario où voguaient ces bateaux. Donc, il a commencé une collection d'œuvres d'art absolument incroyables, toujours à rapport avec l'histoire. La collection était dans les hôtels, dans les bateaux. Donc, c'était des cartes anciennes, pardon, des cartes anciennes, des aquarelles, des gravures, des peintures, 1000 pièces qui vendaient aussi régulièrement chaque année. Et donc, maintenant, la collection est divisée entre le Musée de la civilisation à Québec, donc plutôt le mobilier québécois qui est à l'Hôtel Tadoussac. Le manoir Richelieu, encore des grandes peintures, Hélène Boulay, James Murray, plusieurs gravures. Donc, parce que les touristes passent devant ces murs-là, ne réalisent même pas que c'est une collection de gravures originales importantes. Et la Galerie d'art nationale à Ottawa et Bibliothèque et Archives Ottawa. Faites Google, collection Coverdale, vous allez voir tout ce qui est possible. Et aussi, il y a des livres là-dessus. En 1929, en juin, l'ouverture du nouveau manoir. Je le mentionne parce que l'ancien manoir a brûlé en septembre 1928 et le nouveau manoir a ouvert en juin 1929. Il y a comme l'automne et l'hiver entre les deux. Et donc, le nouveau manoir s'est construit très rapidement parce qu'on ne peut pas manquer une saison d'été. La saison est tellement courte et les gens voulaient aller au bateau. Il y avait déjà des réservations en 1928, donc il fallait ouvrir en 29. Quelques photos des bateaux. Donc, l'SS Québec 1, vous avez le pont supérieur, si vous regardez la photo du haut à gauche, où on pouvait admirer la vue, mais sans voir l'air froid ou le vent, et le bateau sur place. Les photos de droite, c'est l'SS Montréal, qui est un des plus gros, là, 750 passagers, qui faisait surtout Montréal-Québec, mais qui a fait aussi Saguenay. Et on voit dans l'escalier principal une immense peinture du cardinal Richelieu. Des affiches aussi encore. L'affiche à gauche, c'est le premier manoir en 1929. L'affiche du centre, c'est aussi le premier manoir, mais si vous regardez ici, et je me permets encore le laser, regardez, c'est le bateau ici qui est au quai de Pointe-au-Pic. Et donc, c'était tout à côté du manoir. On amenait les gens en calèche du bateau vers le manoir, donc un petit style local. Et une affiche de 1921 qui dit que c'est la croisière de sa vie de faire cette croisière-là sur le fleuve et le Saguenay. Une photo encore d'une publicité sur le bateau qui s'appelle le Cape Eternity. Alors là, on voit que le tarif est un seul tarif. Aller-retour, incluant repas et couchettes, c'est la façon qu'il l'annonçait, ou chambre de luxe à ce moment-là. Et apparemment, le Cape Eternity, il prenait une éternité à certains endroits. C'était son surnom. Les bateaux blancs, qu'on les appelait les bateaux de la Canada Steamship Line. Alors, on a ici une photo à gauche qui vous montre juste avant que ça devienne Canada Steamship Line. Vous voyez le quai de la Richelieu en Ontario Navigation en 1912. En 1920, la photo en bas à gauche vous montre le bateau Cape Diamond, mais regardez la poste. Vous voyez comment le bureau de poste était important et comment il était bien vu avec, comme on sait, nos belles colonnes qui faisaient face au fleuve. Toujours importante. Les officiers en 1929 et la photo d'en bas, 1947, c'est les gros blancs, on les appelait, qui étaient, en bon français, parkés à Sorel pour l'hiver. Et à tous les printemps, on les repeinturait en blanc. Donc, c'était vraiment les bateaux blancs qui voguaient sur le fleuve. Une épopée très appréciée des gens qui restaient sur le bord du fleuve. Le Tadoussac 2, malheureusement, il faut le dire, là, le bateau, c'est de la ferraille et éventuellement, à la fin de sa vie, ça retourne en ferraille. Alors, la photo à gauche vous montre la construction du bateau chantier Davy, qui était d'ailleurs une filiale de Canada Steamship Line. La construction en haut et avec sa peinture en bas. Les photos vous montrent une petite cabine avec eau courante et une chambre salon. Moi, j'étais ridiculement jeune. Mais j'ai fait la dernière saison de la compagnie Canada Steamship Line sur le fleuve, j'ai fait une croisière avec mes parents. Et c'était notre cabine, je me souviens bien. On m'a montré des photos là, parce que j'étais trop jeune de m'en souvenir, mais en tout cas, c'était la cabine qu'on avait. Et le Tadoussac 2 a une deuxième vie qui est un hôtel à Copenhagen quand il a fini sa vie avec Canada Steamship Line. Et sa troisième vie, vous avez la photo en bas, sur le sable aux Émirats arabes unis comme restaurant. Ça, c'est les menus. Ça donne une idée aussi des promotions qu'ils faisaient. Alors, les menus à gauche, c'est plutôt dans les années 34 et 40. Donc, regardez à gauche la Normandie du Nouveau Monde. C'était l'histoire, c'était de venir voir un peuple ancien qui était en Amérique.
Les deux photos ici, vous avez avec l'équivalent du tissage et de la ceinture fléchée dans les années 40. Alors, encore l'artisanat, la madame qui met son pain dans son four à pain, tout le monde faisait ça, c'est pas mal sûr à Montréal dans les années 40. Et le petit chien qui transporte un petit garçon sur un buggy, ça, c'est pris de photos de la Malbaie et de Tadoussac. À droite, c'est les photos dans les années 40, donc pas beaucoup changé comme promotion. C'est la calèche à Québec, c'est le vieux bon pêcheur avec sa pipe qui répare son filet et le caller en bas à droite. Donc, le caller, c'était celui qui faisait le divertissement à bord des bateaux. Il y avait d'ailleurs des livres de chansons et on apprenait des chansons québécoises avec le caller à tous les soirs là, sur les bateaux. Toujours pour garder l'artisanat. D'ailleurs, Coverdale, qui était, comme dit, amateur d'art en antiquité, avait même vendait des produits d'artisanat spécifiques de Charlevoix sur les bateaux dans les hôtels. Même une école en Charlevoix qui est obligée d'ouvrir pour alimenter la demande de l'artisanat. Quelques photos du Richelieu. Alors, Richelieu sur l'eau, encore là, bateau blanc. En bas, c'est une photo avec un couvre-lit de boutonnier de Charlevoix, parce que c'était un art à ce moment-là dans Charlevoix. Il y en a encore aujourd'hui dans l'art traditionnel. Donc, on encourageait ça sur les bateaux. À droite, le Québec 2 en bateau, à Québec à droite, et qui passe au feu à Tadoussac en 1950. Il y avait des nouveaux mariés, il y avait des Québécois aussi qui voyageaient, c'est sûr, sur ces bateaux-là de Montréal-Saguenay. C'est une façon de voir une région et d'apprécier le fleuve aussi en même temps. Alors, des nouveaux mariés en 1908, Gosselin, Béchard, aucune idée c'est qui, des nouveaux mariés. En bas, en 1945, Lemay, Lavigueur, mes parents. Mes parents ont fait le voyage de noces à bord des bateaux blancs. Comprenez-vous la connexion que j'ai avec les bateaux un petit peu, là? Alors, juste pour vous dire, mon père et maman n'étaient pas des grands, faisaient pas beaucoup de lecture, mais pour la photo, on pose. Mon père n'a jamais joué au golf, mais pour la photo, on pose. C'était donc, il y avait des arrêts au manoir Richelieu. On couchait au manoir Richelieu. Ensuite, on reprenait le bateau. Donc, c'était des photos au manoir. Et à droite, vous avez, naturellement, il y avait des gens qui étaient en vacances, en famille. Donc, vous avez Colette, Gertrude et Gilles-Antoine Blouin. Et ça donne être la mère, la tante et le grand-père de Hélène Duchesne-Blouin, qui guide avec nous, membre de l'AGT. Les photos du bateau, ils se prêtent à peu près la même chose ces temps-ci. On voit à gauche les photos des gens qui apprécient l'air sur les ponts à l'abri de couvertes. On donne encore des couvertes sur les bateaux aujourd'hui. En bas, le bal mascarade. On savait qu'il y avait des thèmes. On apportait des costumes, on les fabriquait à bord du bateau. Maintenant, il y a moins de... Surtout qu'il y en a par thème. Maintenant, les croisières, c'est aussi le bal en blanc qui est plus à la mode. Donc, ça implique moins d'apporter des choses dans les valises. Il y a aussi les discothèques silencieuses. Là. Donc, les gens bougent beaucoup. Tu n'as aucune idée qu'est-ce qu'ils écoutent, mais ils écoutent leur musique séparément. Et il n'y avait pas de casino à bord, mais il y avait des courses de chevaux. Alors, si vous regardez ici la photo du bas, vous avez les chevaux qui sont sur leur parcours vertical ici, là, qui est sur les salons. Donc, c'était, on jetait le dé. Alors, le cheval numéro 2 avance de 4, le cheval numéro 2 avance de 4. Oh, le cheval 3 avance de 2. Et honnêtement, on gageait là-dessus. La photo du haut vous montre un cheval qui était en fonte sur les bateaux pour s'attendre automatiquement. En fonte, il est encore fait partie de la collection Manoir. On a eu des bateaux vedettes à Québec. Alors, le France est venu en 1967. On voit donc, c'est vraiment à Québec, la Tour Martello. En haut, vous avez l'Alexandre Pouchkine. Ça, c'était une route de croisière qui faisait Leningrad-Montréal. Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg maintenant. Alors, jusqu'à Montréal, c'est un bateau russe. Il y avait un équipage russe. Alors, c'était vraiment particulier, beaucoup de poissons à bord. Et donc, l'Alexandre Pouchkine est à Québec en 1966. Et regardez, quand je vous dis que les bateaux ont plusieurs vies, c'est le même bateau. 2015, c'est très vieux ça pour un bateau, 2015. Le Marco Polo, après plusieurs changements de propriétaires et de nom, revient à Québec en 2015. Et naturellement, en 2004, le voyage du Queen Mary II qui est à Québec sur nos quais. Mais il y a aussi des croisières de chez nous à chez nous. Alors, la CTMA qui fait les îles de la Madeleine depuis 1944, fait aussi d'ailleurs le traversée du Prince-Édouard-les-Îles, croisière de Montréal. La saison 2022 est annulée. Ça fait 3 ans qu'elle est annulée à cause de, bon, on ne mentionnera pas le mot P. Et en ce moment, le futur n'est pas certain parce que c'est un bateau qui est assez âgé. Donc, ils ont fait des propositions au gouvernement pour rétablir. Le gouvernement leur a demandé de refaire leur plan d'affaires. Le futur, malheureusement, du CTMA n'est pas sûr en ce moment. C'est une superbe croisière à faire de Montréal vers les îles de la Madeleine. L'autre, c'est le relais nordique. On a parlé tantôt du cabotage.
Le relais nordique fait toujours du cabotage au Québec. Alors, c'est à commencer dans Charlevoix avec Zéphirin Desgagnés. Les capitaines Desgagnés sont bien connus dans Charlevoix. Alors, le relais nordique fait une desserte maritime vers la côte nord. Donc, on part de Rimouski, on va à Sept-Îles, on fait un arrêt à l'île d'Anticosti et les ports de la côte nord qui n'ont pas accès à la route ou certaines qui ont accès à la route, mais peu. C'est difficile d'apporter marchandises. On parle autant là, de transport des bateaux que des autos, que marchandises, provisions et autres. Et comme c'est aussi une croisière, donc on peut louer des cabines. Nous, on connaît bien le groupe des gagnés avec la belle ligne jaune qu'on reconnaît de l'Édifice qui est juste en arrière de la traversée de Lévis. Ils ont aussi commencé une desserte maritime, d'ailleurs, dans le nord, au Nunavik et au Nunavut, mais juste de marchandises, pas de passagers. Je ferais bien côté passagers. Bref, leur saison 2022 est presque complète. Il y avait de la place en avril et de la place fin septembre, moins intéressant au niveau du tourisme, mais ils prennent des listes d'attente presque, ou des noms, pas des listes d'attente, mais des noms pour l'an prochain. Et bien, il faut parler un petit peu des nouveaux bateaux aussi. Hein. Alors, les nouveaux bateaux, le Titanic, c'est peut-être celui qui est le plus connu. Donc, j'ai fait du versus, Titanic versus les nouveaux. Alors, en haut à gauche, vous voyez la largeur et la hauteur du Allure of the Seas en 2009. Si vous regardez le tonnage, là, on parlait du Accommodation 40 tonnes, le Titanic déjà 46 000, Zaandam qui vient souvent au Québec, Caribbean Princess aussi qui vient souvent à Québec, qui revient d'ailleurs cet été, 61 000, 112 000. Et le plus gros qui a sorti il y a à peine un mois de Royal Caribbean, c'est le Wonder of the Seas, 236 000 tonnes. Alors, la photo à droite vous montre aussi le Titanic avec le Symphony qui est du 228 000 tonnes. La mode en ce moment est différente. Hein. C'est autant des gros bateaux, plus c'est beaucoup plus rentable pour une compagnie de construire un gros bateau qui coûte des billions de dollars, mais qui c'est vraiment le bateau est la destination maintenant. Avant, c'était un moyen de transport. Maintenant, c'est la destination. Donc, plus les gros, plus on offre des restaurants, et comme 12, 15 restaurants en bar, etc. Et donc, c'est la mode maintenant. Mais la mode, c'est aussi des petits bateaux d'expédition qui recommencent à être construits pour aller dans toutes les mers. Maintenant, les bateaux croisières font toutes les mers. Ils ont fait le passage au nord de l'Arctique, ils font l'Antarctique. Donc, il n'y a plus de limite maintenant pour les bateaux. Fait qu'il y a vraiment des petits et des énormes bateaux. Alors, qui sont nos croisiéristes? Bien, on sait qu'ils sont 51 des résidents américains, parce que c'est un sondage de ministère du Tourisme, 24 européens, 8 de l'Océanie, 7 canadiens. On parle de ceux qui viennent au Québec. Là. 53 de femmes, l'âge moyen 63,8 ans. Pourquoi? Parce que, premièrement, regardez où on est occupé. Nous, c'est en septembre-octobre. Ça veut dire que septembre-octobre, c'est définitivement une saison où les jeunes familles avec les enfants sont à l'école, donc une clientèle différente. Souvent, les croisières sont plus longues, donc des gens qui ont plus de disponibilité, donc un petit peu plus cher, alors l'âge monte. Si on regardait, par exemple, les statistiques des croisières aux Caraïbes, en ce moment, je pense que c'est du 38 à 45 ans comme âge moyen. Revenu familial quand même intéressant. 60 à la retraite, donc les gens travaillent. 82 ne sont pas à leur première croisière. Donc, c'est un choix encore là de faire une croisière comme destination pour aller. Les escales, c'est comme des bonus maintenant. 56 il faut quand même le faire, mentionne que la destination et les escales au Québec, c'est le premier choix pour leur croisière. Alors, qu'est-ce qu'ils font en escale? Bien, écoutez, déjà, les heures au port, les heures en escale, c'est différent. Vous pouvez le voir, et heure au port peut être 7 heures à 18 heures et escale, ça peut être 8 heures à 17 heures. Il faut prendre le temps de débarquer du bateau et aussi il faut rembarquer sur le bateau. Donc, en moyenne, c'est 6,7 heures pendant les escales. 40 des gens participent à un forfait d'excursion. Ce n'est pas beaucoup quand ils pensent. Ça veut dire 60 vont par eux-mêmes. Donc, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils voient quand ils visitent, hein, s'ils n'ont pas fait de recherche. Mais aussi, il y en a beaucoup qui restent à bord du bateau. Et ça, c'est toutes les croisières. Il y en a qui font plusieurs croisières, qui retournent aux mêmes endroits, mais le bateau est encore là. Ils ont la vue à bord des ponts du bateau. Donc, il y en a plusieurs qui ne sortent pas. Et 32 achètent de la compagnie croisière. Quand on dit acheter la compagnie croisière, c'est, disons, si on parle de Princess, vont acheter les croisières de la compagnie Princess. Eux pensent que c'est Princess qui les vend. Nous, on sait, à Québec, c'est DNA. Donc, DNA a la logistique d'organiser les excursions, guides, autobus, repas et tout ça. Avant, les croisières le faisaient. Maintenant, c'est trop lourd. Donc, ils donnent ça dans tous les ports, d'ailleurs. DNA est d'ailleurs sur les ports de l'Est des États-Unis, les ports notamment du Québec et de l'Ouest aussi, l'Ouest américain et canadien. Donc, DNA, cette charge-là
d'organiser les excursions et de leur proposer au bateau. Ils ont l'exclusivité à Québec pour ça. Quand on prend une excursion à bord, quand les clients, les visiteurs prennent une excursion à bord de DNA, ils ont la garantie que si, pour une raison ou une autre, l'excursion est en retard, le bateau attend, ne partent pas, donc ils attendent les clients. Si vous, en tant que guide privé ou autre compagnie, toutes les autres compagnies qui sont à Québec, vous n'avez pas cette garantie-là. Donc, vous devez vous assurer que vous arrivez juste à temps pour prendre le bateau, sinon le bateau, il part. C'est des sous, hein? Alors ils partent assez rapidement avec leur horaire. 21% des excursions sont comprises dans le prix de la croisière. Ça, c'est plus récent. C'est dans les croisières haut de gamme où on charge plus cher, mais on offre les excursions, la boisson, le Wi-Fi, les restaurants, bars, etc., tout ce qui est inclus dans les restaurants spécialités. Et 60% des demandes tour en autobus parce que dans les heures qu'ils ont, souvent les gens vont faire un tour en autobus, donc en matinée, vont aller par eux-mêmes en après-midi parce que c'est une vue globale. Hein, c'est un projet d'ensemble où on voit vraiment un tour d'horizon de ce qui est offert dans la région. Et il y a des excursions encore très particulières pour les compagnies d'excursion, les excursions de James Beard Foundation pour les épicuriens, de fat bike peut-être, de vélo, mais aussi d'excursions pour aller faire de l'escalade ou du kayak ou du canot. C'est plus spécifique que ça, des bateaux, plus petits bateaux d'excursion. Alors, qui ils sont? Bien, ils sont choyés, ils sont encadrés par le personnel à bord quand ils sont sur le bateau. Donc, c'est un petit peu inquiet quand ils sont dans les nouveaux ports. D'ailleurs, la compagnie souvent dit faites attention, sécurité, prenez une excursions, vous êtes en sécurité. Ils sont curieux aussi. Are you friends? Ils ne sont pas sûrs qui on est au juste. Il y a des mamies et des papis parce qu'on a un certain âge, donc on veut acheter des petits souvenirs pour les enfants, il y a un petit magasinage. Ils ne sont pas tous convenus convenablement, mais ça, c'est avec ça, là, des gens à René Chou l'hiver. Hein, ce qu'on leur offre, nous autres, c'est des horaires, des itinéraires spécifiques à leurs besoins, dans le sens qu'ils veulent avoir une excursion dès qu'ils arrivent à 8 heures le matin. Il n'y a pas de problème, on leur donne ça. Ils veulent aller autant aux chutes Montmorency que le Beaupré, que la cabane à sucre. Il n'y a pas de problème, on leur offre ça. On parle toujours donc quand DNA est là et même les compagnies et vous êtes capables d'offrir les horaires à leur choix. Itinéraire aussi la même chose. Et toujours, c'est qu'on vient les chercher au bateau. On les reconduit au bateau. Donc, pour eux, c'est aussi de sauver du temps que d'aller chercher, pour ceux qui ne prennent pas d'excursion avec le bateau, pour aller chercher des gens ou des tours opérateurs en dehors du bateau. On fait le contour de la mobilité, naturellement, à cause de l'âge, avec des tours en autobus. Et on leur offre la sécurité d'être en groupe. Comme vous savez, Québec, ça peut être très, très occupé dans les temps de croisière. La qualité, bien, c'est nous. C'est notre qualité de guide. L'accueil québécois chaleureux, c'est nous encore. Et dans les magasins, tous les commerçants et les intervenants. Et l'encadrement qu'ils ont besoin aussi de se faire dire, on va arriver à temps, on va passer l'eau, on va revenir. Oui, il va y avoir un petit peu de temps pour ça. Alors, c'est l'encadrement qu'ils sont habitués à avoir sur le bateau. C'est comme ça qu'ils sont différents des autres dans un sens. Puis c'est correct. Est-ce qu'ils ont les détails de ce qu'ils achètent comme excursion? On parle toujours des excursions à bord du bateau. Pas vraiment. Ce que vous voyez là, la grande illustration Québec City Canada, c'est à peu près ce qu'ils voient le plus comme information. Même les gens à bord qui vendent les excursions ne sont pas au courant. Il y a tellement de personnel qui fait de rotation dans les bateaux qui ne peuvent pas avoir visité tous les ports, toutes les visites. Il y a peut-être 10 à 11 tours possibles par port. Donc, ils ne connaissent pas vraiment ça. Alors, c'est aux gens, aux clients à prendre une information ou à vous le demander qu'est-ce qu'ils vont faire au juste sur place. Et est-ce qu'on les renseigne aussi le fait qu'on a des petites côtes à Québec ou bien qu'on a des petits pavés unis qui ne sont pas égaux? Pas nécessairement parce que ça peut-être ça les empêcherait de prendre une réservation. Donc, ils sont moins avertis là-dessus. C'est pour ça que des fois, ils sont moins bien chaussés d'ailleurs. Il y a rarement de minutage d'excursion. Ce qu'on voit ici à gauche, si vous regardez, 2,5 heures à activité modérée, c'est à peu près ce qu'ils ont comme information. Et à ma connaissance, il y a juste la compagnie Princess qui offre un minutage d'une excursion. C'est très dans un sens. Moi, j'ai utilisé en Europe, entre autres, tu fais une excursion qui dure 5 heures de temps. Quand tu regardes les minutages, tu dis, oh, ben, j'ai à peu près 3h30 d'autobus, c'est peut-être moins intéressant. Ou ça peut nuire dans ce cas-ci. Un petit peu, si vous regardez en haut, le cercle rouge vous dit que vous avez 20 minutes pour aller du bateau vers la place Royale. OK. Donc, si on parle du terminus Gaudreau, là, sur le boulevard d'Alousie. Vous avez 40 minutes à la place Royale. Vous avez 10 minutes pour monter au funiculaire.
des fois, il y a des temps d'attente. Et le même temps pour redescendre, disons, du haut de la terrasse du frein au même bateau, là, c'est 15 minutes. C'était 20 minutes à l'aller, mais c'est 15 minutes au retour. Alors, des fois, le minutage, il y en a qui vous en parlent, ils ont des temps spécifiques, ils sont inquiets. C'est à vous encore là à les rassurer. Inquiétez-vous pas, je suis avec vous, donc moi, je vous ramène au bon port au bon moment. Bon, ben, il y a des petits bloopers que j'aime bien. Alors, une croisière à gauche vous montre un bel épaulard, la baleine qui est dans l'eau de l'Alaska avec un glacier superbe en arrière. Bon, ben, il y a une compagnie qui décide de reprendre la même photo parce que c'est une baleine. Et puis la mettre à Tadoussac. Hein. Alors, l'épaulard à Tadoussac, non. Et en haut, le glacier, non. Ce n'est pas les dunes de sable de Tadoussac. Donc, il y a des petites erreurs comme ça. Et peut-être encore à vous d'expliquer si des gens pensent voir ça sur place. Comme une autre affaire, c'est les couleurs d'automne le 23 juillet. Alors, ça, c'est une autre, c'est sûr, c'est leur photo qui montre pour toute leur saison. Ils sont de juillet à octobre. Mais là, ça donne, c'est le 23 juillet, puis c'est la même photo. Alors, si les gens vous demandent, mais comment ça fait qu'il n'y a pas de couleur d'automne, énervez-vous pas, c'est parce qu'ils ont vu une photo qui avait des couleurs d'automne en juillet. Et encore là, c'est vous qui devez expliquer. Et le port de Québec, on score très fort pour les ports au Québec. Alors, on a la première position pour la meilleure note de tous les ports. L'accueil des résidents, bon, on n'est pas loin, on est en deuxième. Saguenay nous bat. Saguenay, avec les gens de la Fabuleuse qui nous accueillent, là, c'est d'ici là-bas. Paysage maritime, c'est historique, les musées. Et il ne faut pas oublier que Québec et Montréal, ce sont les deux seuls ports d'embarquement et de débarquement. Ça veut dire ça qu'on a un ajout, nous, pour les guides, c'est-à-dire qu'ils souvent, ils passent, je pense que la statistique, c'est de 1,4 nuitées avant et après la croisière. Donc, ils sont plus longtemps dans le port de Québec, qui leur permet de prendre d'autres ou de voir des intervenants et de magasiner sur place. Et dans les escales au Québec, il y a 9 escales que vous voyez ici. Moi, je suggère de faire des connexions sympathiques avec les gens. Vous savez qu'ils aiment la navigation, les bateaux, donc parler du fleuve. Dieu sait qu'on en a entendu parler pendant notre session, absolument extraordinaire pour moi de savoir plus sur le fleuve. Souvent, ils naviguent une journée à une journée et demie des maritimes avant d'arriver à Québec. S'il n'y a pas de conférencier à bord, là, comme moi, là, ben, il n'y a personne qui leur parle des pilotes, des marées, des courants, de l'eau salée, l'eau saumâtre, brackish en anglais, l'eau saumâtre. Alors, des fois, on a des routes à faire vers les chutes ou Canyon Sainte-Anne ou vers Côte-de-Beaupré. Parler du fleuve, c'est le temps. Capitaine James Cook, 1759, on sait qu'il a fait l'hydrographie du fleuve pour les Britanniques. Il est très connu des Américains. Il est allé dans les îles Pacifiques, en Alaska, à Terre-Neuve. Donc, James Cook a fait la connexion. Benjamin Franklin, vous savez, le premier bureau de poste en 1763, c'est Benjamin Franklin, qui est un signataire de la Constitution, puis de l'indépendance américaine. Il était le maître général adjoint des postes à Philadelphie. C'est lui qui a fait ouvrir un bureau de poste à Québec. John Molson parlait des bateaux, sa banque, sa bière, le hockey. Alors, la famille Molson est toujours bien présente sur l'eau au Québec. L'eau glacée, la patinoire, là, mais c'est de l'eau pareille avec le hockey. Charles Dickens est venu de Montréal sur le Lady Colborne. Il est reparti d'Halifax sur le Britannia de M. Pinard. D'ailleurs, il a fait comme commentaire que sa cabine sur le Britannia, on parle de 1842 hein, par contre, était comme un cercueil avec des fenêtres. Ouais. OK. Et donc, quand il est venu à Québec, cette journée-là, il a fait visiter, juste une journée, il a visité le monument Wolfe Montcalm avec son ami Dr. Fisher, qui c'est lui qui avait écrit la plaque en latin. Il parlait de John Archibald Simons, les propriétaires qui faisaient la navigation vers l'Europe au moins 2 fois par année pour aller chercher la clientèle. Ils voulaient vraiment avoir la qualité. Donc, c'est le lin d'Irlande, le cuir d'Angleterre, le lainage d'Écosse. Ils allaient eux autres personnellement en bateau. Dans notre bureau de poste, on a vu tantôt la belle photo vue du fleuve. Paul Chevrier, notre artiste 1912, qui a fait naturellement le monument de Champlain, qui a fait aussi celui de Garneau et de Honoré Mercier. Il y avait un contrat pour faire un buste de Wilfrid Laurier pour le château Laurier à Ottawa. Et il était sur le Titanic quand il a coulé. Ben, lui, il n'a pas coulé. Il était dans la chaloupe numéro 7. Il y a eu une polémique après ça, s'il avait été brave ou peureux, mais bref. Et heureusement, le buste était dans un autre bateau. Mais c'est quand même encore là une connexion sympathique avec la navigation. Pour les gens qui sont plus âgés, qui connaissent Douglas Fairbanks, Mary Pickford, des acteurs d'Hollywood bien connus qui sont mis, entre autres, sur l'Empress of Britain. Et bien sûr, pour ceux qui sont amateurs des visites royales ou
l'histoire de la famille royale. Vous avez tous les bateaux que la famille royale est venue. On a eu donc des ducs, des princes, des rois, des reines et des princesses qui sont venus en bateau. Donc, c'est des connexions toujours possibles à faire quand on a le temps, quand ça nous permet. Alors, je vous disais tantôt que les croisières ont vraiment baissé après la Deuxième Guerre, dans les années 70 à peine, c'était toujours les traversées. Quand les traversées transatlantiques ont aussi réduit, les croisières ont vraiment tombé au Québec. Et donc, il y a un regain, malheureusement, à cause d'un conflit dans le Golfe Persique, il y a un regain de navires parce qu'on a dû repositionner des navires rapidement. Donc, ça nous a donné un petit regain. Regardez, 1990, seulement 51 000 passagers qui sont venus. En 2001, le gouvernement investit donc 32 millions pour la construction du quai, le terminal. Si on, le programme gouvernemental, etc. Et en 2022, on regarde, c'est le quai numéro 30 qui est le nouveau, pas encore ouvert parce que naturellement, j'ai dit 2022 parce qu'on n'a plus de croisière depuis. Et donc, il n'a pas été admiré par aucun des guides à date, sauf ceux qui se sont fait vacciner. Là, j'ai choisi de la place pour aller voir le terminal quand je me suis fait vacciner. Quelques statistiques de 2019, donc 150 visites de navires en 2019. Vous donnez, ça, c'est à Québec. Pour vous donner une idée, 2019, il y en avait 76 à Montréal et 58 à Saguenay. Alors, c'est des navires différents, c'est des compagnies différentes, c'est des nouvelles compagnies qui viennent découvrir Québec aussi. 8 nouveaux navires pour la première fois qui viennent à Québec. Donc, en 2019, 236 000 visiteurs. Encore là, embarquement, débarquement, plus de tours parce qu'ils sont là plus longtemps, qui permettent d'apprécier la ville un petit peu plus. Ça, c'est les croisières à date, là, en 2022, à peu près 130 escales, donc c'est bien. Je n'ai pas mis tous les voyages de tous les bateaux, mais quelques-uns de parenthèses, donc 8. Princess Caribbean vient 8 fois. Le Holland America, les 2 bateaux viennent 22 fois. Les astérisques noirs, c'est pour vous dire les bateaux qui sillonnent les grands lacs. Les astérisques bleus, c'est pour vous donner qu'il y a encore des traversées transatlantiques, donc ceux qui font la transatlantique. Et l'accrissage, je l'ai laissé là, malheureusement, mais ça vient de faire capote. Alors, probablement qu'à moins que ça serait bien vite, Cristal ne viendra pas, la compagnie ne viendra pas à Québec. Alors, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas manquer le bateau. Attention à la congestion, que ce soit au funiculaire, sur la côte de la montagne, traverser les feux de circulation, vous êtes en autobus, vous êtes en taxi, vous êtes en voiture privée. Attention toujours de revenir à bord à temps pour le bateau. Les gens connaissent très bien leur all aboard time. Ça veut dire où tout le monde doit être à bord. Et c'est différent qu'on dit de l'heure du départ d'un bateau. Le bateau part à 6 heures, all aboard, c'est au moins à 5 heures. Ils ne veulent pas arriver à 5 heures. Ils veulent arriver à 4h30, à 5h moins quart pour ne pas manquer le bateau. Et bien, il y en a une couple qui veulent aller chercher dans ce moment le petit cocktail, peut-être en fin de journée, parce qu'il est gratuit, parce que ça fait partie d'eux. N'oubliez pas le magasinage, donc vous allez peut-être vous faire prendre, ben, je voudrais arrêter quelques secondes là, attention à ça. Mobilité des croisiéristes sont peut-être moins vides des fois pour marcher, attention à ça. Et comme je dis, retour pour une petite vite là, avant le souper. Alors, absolument, faire attention, ça c'est nos quais au port de Québec. Alors, quand les bateaux arrivent, de façon générale, ils sont sur les quais 21-22. En ce moment, quand il y en aura plus ou des différentes grosseurs, ils vont aller au quai 30, qui est notre nouveau terminal, comme je vous ai mentionné. Et quand il y en a plusieurs, les années où on avait du 5-6 bateaux, mais même cette année, il y en a quelques-uns qui vont aller au 101 et 102. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus loin. Donc, il y a toujours une navette qui amène les visiteurs vers le Vieux-Québec. Alors, vous voyez en bas le lien les horaires de croisière au port de Québec sont bien indiqués, généralement très près de l'arrivée du bateau, mais c'est vraiment à vous à vérifier, ça peut changer effectivement. C'est pour ça que le port ne met pas toujours ça longtemps d'avance. C'est à vous à vérifier sur quel quai. Parce que je vous dis tout de suite carrément, les bateaux, les passages arrivent à Québec. Ils n'ont aucune idée qu'on a plusieurs quais possibles. Vous leur demandez, vous allez les paniquer. Ils ne le savent pas et à bord du bateau, on ne leur dit pas. Moi, je savais quel quai j'arrivais et quand je demande 48 heures avant, ils n'ont aucune idée. 24 heures avant, oh là, il faut qu'ils aillent chercher pour savoir. Ils ne veulent pas donner de la mauvaise information si ça risque de changer. Alors, si vous, comme guide, vous devez vous renseigner à quel quai ils arrivent, aller les chercher sur le bon quai, les ramener aussi sur le bon quai. Les plus petits bateaux d'expédition, d'ailleurs, regardez, sont sur le quai 14 ici. Et vous pouvez aussi voir les bateaux arriver sur un lien qui est Cruise Mapper, où on voit vraiment les bateaux arriver au fleuve. Là, si c'est tôt le matin, il faut aller voir ça. Vous les voyez arriver dans le sens que c'est un petit dessin de bateau, mais vous voyez quasiment à quel quai il va être. Écoutez, c'est à peu près tout.
Je vous dis encore, côté théâtral, regarde. Bye bye! Les mouettes naissent des mouchoirs que l'on agite au départ des bateaux. J'aime bien ces petites pensées-là parce que c'est ça qu'on voyait quand les gens partaient des bateaux. C'est une bonne saison. Si vous voulez poser des questions pour le 30, je répondrai aux questions. C'est le 11 royal. Là. Je répondrai aux questions. Vous pouvez m'envoyer ça à mon courriel. Et Émilie m'a dit que gentiment, elle garderait quelques secondes encore la présentation pour vous faire entendre la chanson de Jean-Yves Bellé, Les bateaux blancs. J'ai mentionné que la région de Charlevoix a été dévastée quand la saison des bateaux a arrêté. C'était 100 ans de navigation, d'emploi, de premier emploi, de rencontre de gens. La chanson dit c'est les cochers, c'est le forgeron. Tout ça est disparu automatiquement. Donc, je vous laisse avec la chanson de M. Bellé. On va juste vous faire écouter ça. Mais je pense que ça va marcher. Yes. Bye bye. Moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que j'entends cette chanson-là. C'était fantastique, Dominique. La seule chose, c'est que je pense en tout cas, moi, j'entends pas la musique de mon côté. OK. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu as le titre de la musique? Oui, je l'ai. C'est marqué ici, Faire tendresse, courtoisie de Jean-Yves Bellé. Magnifique. Fait que c'est parfait. Ben, on va inviter les gens à aller l'écouter parce que ça valait la petite scène théâtrale. Comme toi, tu m'as dit, là, un petit peu comme ça. C'est une belle chanson. Le CD aussi a été repris par Jean-Philippe Bergeron dans une des chansons qu'il a faites. Belle chanson. Super. Fait que tout le monde, on vous invite à être là à la période de questions mercredi prochain, le 30 à 19h. Puis en fait, on se redit au revoir. Bye bye. Merci. Bye.